Eh bien, bienvenue à tous à ce webinaire sur l'atelier d'analyse de la pratique en présence de Fabio Queni dans le rôle du formateur qui va jouer le rôle du formateur qui a des questions à poser à une experte sur l'analyse de la pratique. Et cette experte, c'est Frédéric Mercier qui va nous accompagner pendant ce webinaire. Frédéric Mercier qui est coach en motivation, gestion du stress, qui va nous parler aujourd'hui de l'analyse de la pratique. Voilà, je leur laisse la parole à tous les deux et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Voilà, quelques petits sondages viendront aussi agrémenter ce webinaire. Je m'éclipse visuellement seulement et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette introduction. Donc, je vais intervenir juste 2 minutes pour dire que Fabio va me poser quelques questions. Fabio, en tant que formateur depuis, tu nous diras, je crois, une dizaine d'années. Et puis, moi, on va dire, dans le cadre de mon expertise d'animation de l'atelier de l'analyse de la pratique. Voilà, je voulais juste résumer là-dessus. Fabio, peut-être que tu veux débuter par une question sur l'analyse des pratiques, puisque aujourd'hui, c'est ton rôle pour ce webinaire. Eh bien, tout à fait. Bon, déjà, merci, merci d'être là. Je suis content de partager ce temps avec toi, Frédéric, et avec vous tous. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous, hein. Déjà, je le répète. Donc oui, je suis formateur depuis une dizaine d'années, en effet, formateur professionnel d'adultes. Et ça fait longtemps que j'entends parler d'analyse des pratiques, en effet, hein. C'était une des compétences, et c'est toujours d'ailleurs une des compétences du référentiel. Donc, Mm. analyse des pratiques, etc. Donc, c'est quelque chose que je connais, en tout cas que je connais, dont j'ai entendu parler. Et l'idée, c'est effectivement déjà commencer par essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est au juste, Frédéric, une analyse des pratiques. Alors, l'analyse de la pratique dont on va parler lors de ce webinaire, c'est important de le préciser, c'est celle que l'on fait en groupe, que l'on propose en groupe. Donc, en effet, tu nous parles de celle du titre de formateur professionnel pour adultes. Celle-ci, c'est plutôt en individuel. Alors, on parle bien sûr de l'analyse de la pratique en groupe, mais l'idée de ce webinaire, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous parler de celle qui est en collectif. Donc, un groupe d'analyse ou un atelier de l'analyse de la pratique, c'est quoi? C'est un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous entre professionnels pendant 1h30, 2 heures. Ça va dépendre un petit peu de ce que peut proposer ou ce qu'on peut proposer. Il y a différents formats, mais on est en général entre 1h30, 2 heures sur ce rendez-vous entre professionnels. Et c'est un espace de réflexion entre professionnels du même métier. Donc là, en l'occurrence, nous, on veut parler de l'analyse de la pratique professionnelle pour les formateurs. Mais ça existe pour d'autres, hein. Ça existe, je le fais moi aussi avec des managers, éventuellement avec des enseignants périscolaires. Et c'est un espace de réflexion où moi, l'animateur ou le coach, on va dire, permet ou est garant, on va dire, du processus de l'analyse de la pratique parce qu'il y a une méthode et un processus pour lequel j'ai été formée. Et puis, par contre, les participants, qui sont les professionnels, eux, ils sont plutôt garants de l'expertise. Donc, c'est bien les professionnels qui participent qui ont cette possibilité d'être dans l'expertise. Il y a de la confidentialité, ça c'est important, c'est essentiel dans un groupe d'analyse de la pratique, et un respect des opinions, des parcours de chacun, le non-jugement, on va dire la bienveillance, mais c'est quelque chose qu'on va réexpliquer à chaque fois, parce que c'est très important dans ce groupe-là. Un espace bienveillant, en tout cas, de partage de réflexion. Est-ce que OK. déjà c'est... Bon, super, je vois. Donc, c'est un espace où on se retrouve et on partage des éléments, mais euh, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée pour moi, pour ma pratique de formateur? Alors, il y a un premier objectif qui est important, c'est que dans cet espace, on va parler de quelque chose de particulier, des situations qui ont pu être rencontrées par les professionnels et des situations dans le cadre du travail. Donc, c'est une situation, les participants viennent avec une situation qu'ils vont pouvoir exposer au groupe. Donc, la valeur ajoutée, bon, il y en a plusieurs, hein, mais bien sûr, moi, ce que j'aime bien souligner, c'est vraiment la réflexivité. Ça veut dire quoi, la réflexivité? Ça va permettre à tous ces professionnels, par l'aide du processus, hein, bien sûr, de se regarder en train d'agir, en fait, avoir une forme de prise de hauteur par rapport à leur pratique, de pouvoir analyser des situations qu'ils ont rencontrées. On verra qu'elles peuvent être positives ou, enfin agréables ou désagréables, on va dire,
Et puis, ça va permettre de développer des savoir-être, des soft skills. On sera, si on participe à beaucoup d'ateliers de l'analyse de la pratique, on sera peut-être plus flexible dans ses réactions, dans sa gestion du temps, plus créatif. Ça permet aussi de gérer son stress dans des situations qui ont été le fait de pouvoir partager avec d'autres, d'être plus à l'aise après dans les situations quand elles vont arriver. C'est au-delà de quelque chose d'individuel, c'est de se dire en fait, quand j'analyse ma pratique, je vais pouvoir travailler sur quelque chose peut-être de tout petit que j'ai ressenti pendant une situation particulière. Et en fait, ça peut avoir un très grand impact sur ma pratique. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Ok, ok. Donc, si tu avais un truc pour me convaincre à faire de l'analyse de la pratique, ça serait ça. Oui, ça peut être ça. Il y a quelque chose que j'aime bien dire, si je peux le rajouter, c'est qu'il y a un effet de résonance. C'est-à-dire que tu es une situation ou que tu n'es pas de situation, c'est ça qui est bien dans l'analyse de la pratique, eh bien, dans tous les cas, ça va t'apporter quelque chose. Donc, il n'y a pas de perte de temps. En tout cas, cet effet de résonance, c'est que même si quelqu'un vient te raconter une situation ou vient parler d'un sujet qui n'est pas le tien, il peut y avoir un effet de quelque chose que tu as vécu ou quelque chose que tu vas vivre plus tard, peut-être dans ta pratique. Donc, c'est un cercle Mhm. vertueux, on va dire. Ok. Réflexivité, flexibilité, cercle vertueux, très bien. Mais dans mes pratiques, je vois, hein, ce mot me parle, mais je fais déjà une auto-évaluation finalement à la fin de mes séances de formation. Je prends un petit temps et puis je me pose sur quelques critères pour voir est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que la journée s'est bien déroulée. Finalement, je fais déjà de l'analyse de la pratique alors. Pas vraiment, même si c'est très bien ce que tu fais. Pas vraiment, en tout cas pas celle qui est proposée en groupe d'atelier de l'analyse de la pratique. L'auto-évaluation, c'est super, c'est bien. Mais dans évaluation, tu as évalué. L'analyse de la pratique, c'est de l'analyse. Donc l'idée d'évaluer, tu vois, tu m'as dit à un moment, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. On sort vraiment de ce cadre-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une prise de hauteur. On sort de l'idée j'ai bien fait ou j'ai mal fait. On va plus loin que ça. Et surtout, dans l'auto-évaluation, il y a l'idée que c'est individuel. Donc, c'est toi qui le fais, c'est très bien, hein. Dans l'analyse de la pratique professionnelle, ce n'est pas individuel, c'est collectif. C'est déjà la plus grande différence entre les deux. Donc, tu peux avoir fait ton auto-évaluation qui t'a donné envie d'aller analyser ta pratique avec tes pairs. Ça peut être une étape d'après, si tu veux. Donc, ce n'est pas une évaluation, on va vraiment aller analyser quelque chose et voir des aspects que tu n'aurais pas pu identifier tout seul. Hmm. Que tu as un biais cognitif, parce qu'il y a une émotion, potentiellement, hein. Chaque situation provoque des émotions, hein, qu'elles soient agréables ou désagréables. Donc ça, tu peux pas le voir par toi-même. Donc tu vas les creuser un petit peu avec nous en analyse de la pratique en collectif. Ok, mais du coup, si je m'appuie même sur mon groupe d'apprenants, par exemple, je pense aux réactions, aux commentaires de satisfaction de fin de formation. Est-ce que ça contribue pas déjà à cette analyse? Ce n'est pas déjà un groupe avec lequel je me confronte finalement? Tu te confrontes, alors, mis à part si c'est des formateurs, éventuellement, mais si tu ne te confrontes pas, pardon, à des pairs, donc des gens qui font le même métier que toi. Donc, c'est un peu différent. Puis, il n'y a pas de confrontation. J'aime bien quand tu dis confrontation. L'analyse de la pratique, oui, on se confronte avec quelqu'un, ou en tout cas, on va partager avec quelqu'un selon une méthodologie, hein. Ça, c'est important, on va le voir un petit peu plus tard. Et la satisfaction, aujourd'hui, c'est difficile, hein, la satisfaction, c'est bien, hein, les enquêtes de satisfaction à chaud, à froid. Ça va être plus sur la pédagogie, éventuellement, ou bien peut-être sur le ressenti. On se rend bien compte que si ça s'est bien passé, dans des bonnes conditions, tu vas avoir une bonne satisfaction. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas analyser ta pratique. D'ailleurs, tu peux même l'analyser alors que tout s'est bien passé. Ok, donc je peux faire de l'analyse des pratiques même si j'ai pas eu de soucis, tout le monde est content, moi aussi, et j'ai quand même un intérêt, il y a quand même une valeur ajoutée. Bien sûr, parce que tu as pu rencontrer une situation, un détail, quelque chose où tu te dis tout s'est bien passé. Moi, j'en sais rien, hein. Il y a j'ai déjà eu ça en analyse de la pratique. Tu as la dernière version informatique qui n'a pas été installée par le service informatique quand tu as démarré ta journée de formation. Tu as très bien géré l'incident, on va dire. Mais malgré tout, tu as besoin d'analyser ta pratique parce que ben, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence derrière dans ton comportement ou bien dans ta communication avec l'organisme de formation si tu es un formateur extérieur. Enfin, il y a plein de choses que tu peux aller analyser dans ta pratique qui n'ont rien à voir avec la satisfaction.
La plupart du temps, d'ailleurs, les personnes qui viennent en analyse de la pratique, bah, ils ont plutôt bien réussi leur formation, hein. C'est pas toujours une catastrophe, heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, il faudrait presque en faire tous les jours, peut-être si ça arrivait, ou le jour même. On ne peut pas forcément faire une analyse de la pratique le jour même. Ok, donc il y a un intérêt aussi, si tout se passe bien, et ça permet quoi au juste, du coup, de faire un point sur les pratiques, tout simplement? Oui, c'est ça, sur les aspects. Bah, c'est aussi appuyer sur les aspects qui fonctionnent bien, et puis c'est toujours travailler sur cet effet de résonance, c'est-à-dire que tu vas partager aussi en partageant ta situation qui a bien fonctionné. Toi, tu vas peut-être avoir un regard sur ta pratique, sur tes points forts, par exemple, éventuellement quand même sur tes points de vigilance. Ça s'est bien passé, mais je sens que si ah là, il y avait eu un tout petit truc, là, un petit détail, eh bien, ça aurait pu en fait avoir une conséquence plus importante. Et puis, effet de résonance avec le groupe qui lui se dit, ah bah oui, tiens, c'est intéressant, il a pratiqué les choses comme ça, ou en tout cas, il voit son métier comme ça, ou il utilise telle technique, tel jeu pédagogique, j'en sais rien, peu importe. Et on va aller réfléchir dans ce sens-là. Euh, de toute façon, en analyse de la pratique, on ne dit pas ça s'est bien passé ou mal passé. J'en reviens encore à positif ou négatif. C'est qu'est-ce que j'ai rencontré comme situation que j'ai envie de partager et analyser avec mon groupe de pairs. Ok, oui, je vois cette idée Voilà la différence? Ouais. Ouais, je commence à mieux comprendre. Et je vois surtout l'idée, ça m'évoque quand même un peu l'idée des groupes de parole, limite coaching collectif ou quelque chose comme ça. On est dans cet esprit? Non, 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 c'est pas un coaching collectif. Non, je suis désolée. Alors, on pourrait assimiler ça à un groupe de parole puisqu'on parle, mais enfin, on parle avec des règles bien précises. C'est pas un groupe de parole puisque l'objectif est quand même de trouver une solution dans l'analyse de la pratique professionnelle sur la situation rencontrée. Même si c'est positif, il y a une solution d'amélioration. En fait, tu es toujours dans l'amélioration continue. Cette posture, elle te permet réflexive, elle te permet de progresser, de t'améliorer. Pas non plus de t'améliorer en te disant tout le temps je fonctionne mal, hein, mais il y a cette idée de l'amélioration continue. C'est pas un coaching collectif parce qu'un coaching collectif, il y a un objectif qui a été décidé par l'entreprise, par le coach. Donc on n'est pas du tout dans un coaching collectif. On n'est pas dans enfin, dans un groupe de parole non plus, et on n'est pas dans une formation. Hmm. Ça, c'est assez difficile parce que parfois, et dans mon cas, à moi, comme je suis aussi formatrice, parfois, je fais de l'analyse de la pratique, je connais absolument pas le métier. Là, en l'occurrence, j'ai la double casquette puisque je suis aussi formatrice. Donc, on peut avoir l'idée que je vais peut-être donner des conseils ou dire ou former les gens sur mieux pratiquer leur métier. C'est pas du tout l'idée. On ne forme pas. Alors, on peut échanger des choses. Parfois, on peut envoyer des documents. C'est vraiment notre idée avec l'atelier, avec l'analyse de la pratique, avec e-formation, c'est peut-être de continuer aussi à communiquer avec les personnes qui participent, mais ce n'est pas de les former. Donc, ni coaching collectif, ni groupe de parole, ni formation. Ok, ok. T'es pas trop déçu? Non, ça va, mais c'est vrai que des fois, voilà, on en parle et on se fait toute une série de représentations là-dessus. Et des Ah fois, c'est oui. facile de faire quelques raccourcis et mélanger Mm. coaching, auto-évaluation et analyse des pratiques. Donc, merci d'avoir précisé plus clairement tout ça. Euh, Mhm. mais du coup, c'est quand le bon moment pour faire ça? À quel moment tu me conseillerais de faire de l'analyse des pratiques? Alors, il y a pas de bon moment, hein. L'idée, c'est que ça te fera toujours du bien de faire une analyse de la pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie, enfin, il y a une compétence, hein, la compétence 13 du titre de formateur pour adultes nous apprend à analyser nos pratiques. Donc, ça veut bien dire que déjà, en individuel, tu peux aussi l'utiliser. Mhm. Bien évidemment. Tu peux aussi utiliser l'analyse de la pratique dans l'action. Tu es en train de faire l'action, tu sens que dans cette situation, tu peux analyser, peut-être que je pourrais changer ça et ça fonctionnerait mieux. Donc, plus tu vas participer à des groupes d'analyse de la pratique, plus tu vas être flexible dans ta propre auto-analyse de la pratique. Donc, moi, je dirais, à partir de une fois, c'est OK. Moi, ce que je préconise, bien sûr, c'est sur la durée, parce qu'on crée un groupe, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, parce qu'on peut revenir sur des choses qui se sont passées avant. Tu vas progresser. Moi, quand j'accompagne des gens en analyse de la pratique, on n'en fait pas qu'une, on part souvent sur une année déjà avec un Mhm. groupe. Et puis après, on va monter en fait en compétences forcément, hein, et en savoir-être. Donc moi, je te conseille déjà, si tu peux démarrer 4-5 séances par an, c'est bien.
avec ton groupe d'analyse de la pratique. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, je peux le faire seul, mais je perds une partie de l'intérêt du process, quoi. Bah, tu perds. Bah, c'est comme si tu me disais, j'ai pas besoin d'être en groupe pour réfléchir, je peux réfléchir tout seul. Ben oui, bien sûr, tu peux réfléchir tout seul, heureusement. Mais l'intelligence collective, on le connaît bien, on est quand même des formateurs, on sait la force de l'intelligence collective. Tu vas poser une question à un groupe, la même question à tout un groupe, tu vas avoir une nombre de possibilités de réponses et c'est la richesse et la subtilité quand même de l'être humain qui vont te faire aller plus loin, beaucoup plus loin si tu es en collectif. Donc oui, bien sûr, je vais pas te dire que tu ne peux pas le faire seul, mais tu iras plus loin en collectif. Mhm, ok, bon, en tout cas, ça fait écho à ce qu'on prône aussi en termes de gestion du groupe, des dynamiques de groupe en Bien formation. sûr, Donc, ouais. effectivement, c'est des choses qui peuvent me parler. Euh, je comprends un petit peu mieux, je vois un petit peu l'idée du rôle du groupe, mais concrètement, tu as fait référence à un process, à une méthodologie. Comment ça se passe une séance, quoi? Comment on commence et comment ça se passe? J'ai oublié quand même de dire une chose sur le côté individuel et collectif, c'est que quand tu es en individuel, tu as des biais quand même cognitifs, tu as des angles morts. Il y a des choses que tu ne verras pas sur une situation parce que tu es dans ton émotionnel. Je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est important aussi de se dire que grâce à la technique, je vais pouvoir sortir de mes propres biais. Je referme la parenthèse parce que je pense que c'est quand même important de dire qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas voir dans nos angles morts, où on ne peut pas avoir l'analyse. Ta question, c'était comment ça se passe exactement un groupe d'analyse de la pratique? Alors, ça va dépendre combien on est, hein, mais c'est vrai que nous, on a plutôt choisi des groupes plutôt petits, entre 6 et 8 personnes. Donc, peut-être que chacun ne pourra pas passer sur une situation, mais on va pouvoir analyser une, deux ou trois situations pendant le groupe, enfin pendant l'atelier. Et ça va être en plusieurs étapes. Une première étape qui est très importante où on va permettre à la personne de s'exprimer sur sa situation. Donc, on va prendre un temps de silence où seule la personne qui exprime sa situation va pouvoir parler. Et le silence va être très important pendant 5, 10 minutes. On attend un temps assez important puisque le nombre de minutes joue énormément sur le fait d'accéder à une lecture plus profonde, plus émotionnelle de la situation. Donc, on va laisser vraiment la personne tout exprimer. Il y aura même peut-être des petits silences pour qu'elle puisse aller vraiment rechercher tous les éléments. Ah oui, mais c'est vrai qu'une semaine avant, il s'était passé tel événement. Ah oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, etc. Et plus elle va avoir le temps de s'exprimer, plus elle va aller pouvoir aller chercher ces détails-là. Pendant ce temps, le groupe note peut-être les questions qu'il souhaitera poser pour préciser. Donc, ce seront des questions de précision par rapport à la situation, pas des questions sur la deuxième étape, une fois qu'on a passé les 10 minutes, que la personne a bien exprimé. On lui demande quand même de dire sur quoi elle veut travailler. Là, je vais passer un petit peu de temps avec elle à valider sur quoi tu veux travailler, de quoi tu as vraiment besoin en fait. Et voilà, je vais la questionner, moi je vais intervenir. Et ensuite, c'est le groupe qui va venir lui questionner pour de la précision. Ces questions de précision, elles sont très importantes pour faire la différence entre tout ce qui est factuel, on te l'a dit, quand on parle de quelque chose, par exemple, est-ce que la personne te l'a dit ou est bien c'est quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que la personne t'a exprimé cette émotion ou bien tu as eu l'impression ou le ressenti que cette personne-là avait cette impression ou cette émotion? Et on va vraiment par le questionnement aller mettre beaucoup plus de différence entre ce qui est factuel et émotionnel et ce qui est prouvé, entre guillemets, qui n'est pas prouvé. Ça va permettre d'aller plus loin déjà et puis à permettre à la personne aussi elle-même déjà d'avoir une forme de prise de hauteur. Dans ce questionnement aussi, je vais faire très attention à ce que ce questionnement ne soit pas jugeant. Parce que même avec beaucoup de bienveillance, et en voulant aider la personne, on peut, dans son questionnement, avoir une forme de jugement. Pourquoi tu as fait ça? Euh, moi, je sais que, et sans s'en rendre compte, en fait, au moment du questionnement, il se passe quelque chose. Donc là, moi, je suis garante, je peux intervenir. Au début, souvent, les premières analyses de la pratique, j'aide beaucoup à poser des questions. Après, le groupe n'a plus besoin de moi. C'est ça qui est pas mal. Donc, il y a un grand temps de questions où on revient sur tous les détails, des détails d'heures, de moments, de ressentis, etc. Et puis, on va commencer à pouvoir se rendre compte qu'est-ce qui a déclenché la situation et qu'est-ce qui a un carburant dans la situation.
La différence entre déclencheur et carburant, en tout cas, en formation d'analyse de la pratique, je passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, déclenche qui est allumé, hein, on va dire la situation. Alors là, des fois, on remonte très loin. Et puis, qu'est-ce qui a attisé? Ça peut être un comportement, ça peut être un support, ça peut être un manque d'exercice, j'en sais rien, ça peut être une question qu'on n'a pas osé poser, par exemple. Une fois qu'on a fait tout ça, on est sur la partie qui est plus sur l'opinion, sur les hypothèses. Là, c'est plus libre. Chacun peut dire un petit peu ce qu'il pense, bien sûr, toujours en faisant attention que la personne qui explique sa situation ne se sente pas jugée et puisse être bien par rapport à ça. Donc, on va donner des pistes, des hypothèses, etc. Et la personne qui a exposé sa situation va à la fin choisir une des solutions qui lui est proposée. Enfin, on va discuter ensemble, mais elle doit repartir avec une solution qu'elle va tester. Et c'est elle qui la reformule à la fin. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout ça, ça t'a donné des solutions qui te conviennent? On fait des hypothèses parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir, hein, puisque sinon ce serait merveilleux. Mais on se dit, tiens, tu vas peut-être essayer de changer ça, ou peut-être que tu vas réessayer comme ça. Et puis peut-être qu'il n'y aura rien qui va être mis en place, mais le fait d'avoir retravaillé l'histoire différemment, ça c'est un peu coaching quand même, mais bon, c'est normal, hein, d'avoir retravaillé l'histoire autrement, ça lui permet d'avoir un meilleur souvenir de la situation aussi. Et on va le faire avec plusieurs personnes. Est-ce que c'est plus clair pour toi ou pas? Alors, oui, ça l'est. Je comprends l'organisation, la structure. Par contre, j'ai encore mille questions du coup. Déjà, Mille? comment on choisit la situation? Parce que tu dis, on ne peut pas tous passer si on est un groupe. Si le groupe est relativement conséquent, entre guillemets, donc ça ne rentrera pas. Comment on priorise? On prend laquelle? Bah, ça, enfin, c'est moi qui vais voir avec eux. Ça m'est jamais arrivé vraiment. Enfin, ça peut arriver, hein, éventuellement. Bon, là, je laisse toujours une porte ouverte s'il y a quelque chose, quelqu'un qui a une forme de frustration à la fin, de peut-être repasser un petit peu de temps avec moi pour en discuter si vraiment il n'y a pas eu de possibilité. Sinon, après, c'est chacun qui va dire, qui va choisir s'il passe ou s'il passe pas ce jour-là. Ça se, ouais, ça se goupille bien, ça s'équilibre assez bien. Ça s'autorégule. S'autorégule en général. On essaye qu'il n'y ait pas trop de frustration. Ok, ok, ok. Mais du coup, j'arrive, j'ai pas forcément soit envie de présenter, soit j'ai rien de particulier qui me vient à l'esprit. J'ai quand même un intérêt à y être et je suis quand même dans le processus. Je veux dire, je suis pas à côté parce que je ne présente rien. Ah bah non, vraiment, il y a une possibilité pour toi de grandir à partir du moment où tu participes. C'est ce que je disais, l'effet de résonance, ça va être très fort. Et puis, tu participes parce que tu poses des questions et Mm. c'est hyper important. Et en posant tes questions, bah, tu te rends bien compte que ça te questionne toi-même. Même sur ta façon d'analyser une situation en général. Et puis, ça t'aide aussi avec tes apprenants, bien évidemment. Et c'est un lieu d'apprentissage par l'écoute aussi, l'atelier de l'analyse de la pratique. Apprendre à écouter quelqu'un sans l'interrompre pendant 5 10 minutes. Tu sais, c'est assez rare hein, dans la vie d'écouter, même si nous, les formateurs, on écoute beaucoup, beaucoup. Il y a quand même des moments où on peut se former encore à cette écoute. On a envie de dire, on a envie de donner des solutions tout de suite. Le fait que ce soit très normé, très, très méthodique, c'est pas pour rien. C'est la force, en fait, de l'effet aussi de résonance. Et puis, de ce que tu vas pouvoir, toi, tu vas participer à ce système, en fait, du groupe. Je comprends. Et j'aime bien l'idée de s'entraîner à l'écoute. C'est vrai que c'est une des compétences qu'on essaye de développer en tant que formateur déjà. Et j'aime bien aussi cette idée de participer, de poser des questions. Et c'est vrai que rien que verbaliser finalement permet de mettre les mots justes et bien nommer les choses, permet d'aider à les comprendre en tout cas. Et donc je vois, je comprends l'intérêt là-dessus. Euh, je t'avoue que ça fait envie là sur le papier. On se dit il y a plein de bonnes choses à en tirer. Il y a quelques freins personnellement là-dessus. À l'occurrence, tu vois, tu as évoqué toute la partie émotion, ressenti. Moi, je sais que je suis plutôt pudique et je n'aime pas trop parler de ce que je ressens avec d'autres, d'autant plus si je ne les connais pas. Mm. Ça me met un peu mal à l'aise, cette idée. Bah, je comprends, hein, c'est encore un sujet qui est compliqué, les émotions. Alors, on ne fait pas que parler d'émotions, hein.
L'émotion, ça va être la porte d'entrée. Pourquoi c'est la porte d'entrée? Parce que c'est la porte d'entrée de nos besoins et de nos comportements. Donc, si je veux analyser ma pratique, j'analyse mes comportements puisque je me regarde en train d'agir. Donc, c'est de toute façon cette porte d'entrée-là. Et puis, c'est pour dissocier, tu as vu, le côté factuel, pour sortir du problème et décontextualiser. La partie émotionnelle, c'est notre cerveau limbique, elle va bloquer en fait ta réflexion, le fait de rationaliser. Donc, ça va te permettre juste d'avoir ce petit pas de côté. Donc, je comprends que ça puisse te gêner, mais nous, on respecte énormément. C'est déontologique. Et puis, je vais pas arrêter de le dire hein, dans la méthodologie. On respecte ton intimité. On rentre pas dans l'intimité. L'émotion n'est pas intime, en fait. Enfin, elle est là de toute façon, elle a été là. Et bon, on sort aussi un peu peut-être des croyances que si j'exprime mes émotions, c'est que j'ai pas été bon dans ma formation, par exemple, tu vois, ou que c'est pas normal en fait d'en avoir. Je crois que c'est aussi important, c'est aussi le lieu, l'atelier de l'analyse de la pratique, mais c'est un peu quelque chose que je préconise en général, hein. C'est aussi le lieu d'être plus à l'aise avec ça, d'être plus dans l'acceptation émotionnelle. Donc, le fait d'être pudique, ben, ça, on va respecter bien évidemment. Et puis, si tu n'as pas envie de parler de situation, j'ai envie de dire, tu parleras pas de situation. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras bien dans le groupe. Et puis, j'espère que je te permettrai de le faire. C'est aussi mon rôle, que tu te sentes suffisamment en sécurité pour le faire. C'est légitime et on ne peut pas parler que de technique, même si la technique, elle est importante. On n'est pas là pour faire que des conseils. On n'est pas là d'ailleurs pour faire des conseils pédagogiques. On ne l'a pas assez dit ça. On est là pour analyser. Donc, quand j'analyse une situation, il y a forcément une part émotionnelle. Je comprends, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est pas qu'un partage de pratiques. Voilà, moi j'ai fait un quiz comme ça ou toi tu fais un questionnaire comme ça. On est plutôt sur j'ai vécu telle situation, qu'est-ce que je peux en tirer d'une façon ou d'une autre. Mais on peut aussi parler de comment tu fais le quiz, parce que comment tu fais le quiz a pu influencer ton émotion. Hmm. Parce que j'ai senti que ils mettaient trop de temps, ils n'arrivaient pas à comprendre la consigne, et ça m'a créé peut-être de la panique ou des appréhensions, ou au contraire, j'ai eu un peu de colère parce que ils comprenaient pas ou ils n'arrivaient pas à faire l'exercice. Donc, tu vois, les deux sont liés. On ne fait pas que parler d'émotions et on ne fait pas que parler de technique. Tu vois, les deux ne sont pas opposés dans ce travail-là. À un Hmm. moment, il faut bien parler de technique, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit, ben, j'ai éprouvé ça, on va quand même chercher des solutions. Et les solutions, elles sont techniques. Peut-être plus questionner au début mes apprenants, comment je les ai questionnés, comment j'ai formulé ma question au début. Peut-être que si je ferme plus ma question ou j'ouvre plus ma question, eh bien, ça me créera moins d'émotions, je serai plus à l'aise par rapport à ça. Donc, les deux sont liés. Je comprends, mais je pense à autre chose. Tu sais, je connais quand même les formateurs depuis un moment et faut avouer, et je fais partie, on a tous un petit peu d'ego, un peu d'amour-propre par rapport à nos pratiques. Je me dis, on se retrouve face à d'autres formateurs qui ont des publics, des situations, des typologies d'intervention différentes et qui viennent peut-être me dire, ben, Fabio, ce que tu fais, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on fait, c'est pas la pratique du métier aujourd'hui ou autre chose. Est-ce que c'est pas un peu déstabilisant? Est-ce qu'on ne prend pas des risques finalement en faisant ça? C'est bien d'avoir de l'ego, hein. Si tu n'en avais pas, pour le coup, je me poserais des questions. Oui, c'est une question. Je pense que ça, et c'est bien que tu me poses cette question parce que bah, j'aimerais bien savoir parce que je pense que ça joue sur le fait qu'il y ait des personnes qui participent pas. Parce que, mais c'est toujours l'idée du départ de ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Ah, mais moi, tout se passe bien, mes apprenants sont contents. J'ai pas de problème, j'ai pas de problème quand je fais de la formation. Tu vois, j'entends souvent ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas, c'est juste, en fait, un sas de sécurité, de bien-être et d'apprentissage d'un savoir-être. Ça peut être, donc, ça n'a rien à voir avec ton ego. On n'est pas là pour se comparer. Moi, je peux avoir des gens qui ont fait juste un stage en analyse de pratique et quelqu'un qui a 20 ans. Et ça peut être la personne qui a fait juste un stage, qui pose les bonnes questions à celui qui a 20 ans de pratique et qui à un moment se retrouve dans une situation bloquée alors que la personne l'a super bien géré jusqu'à maintenant, ou bien c'est la première fois que ça lui arrive. Enfin, tout est possible. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on sait, enfin, qui est difficile à expliquer, pas difficile,
mais qui est difficile à transmettre, c'est tant que tu ne l'as pas fait, tu peux pas ressentir ça en fait, puisque c'est dans ton système que ça va jouer. Donc, l'ego, oui, il faut dépasser un petit peu un moment l'ego, je pense. Hmm. Parce Hmm. que nous, Non, c'est pas on n'est toujours pas dans évident. une guerre d'ego, en tout cas. Oui, mais ça peut vite le devenir. Mais bon, je te fais Mm. confiance pour être là et sécuriser un peu et créer les bons climats. Mais pour le coup, ça fait écho à certaines dynamiques qu'on peut retrouver aussi avec des apprenants. En tout cas, j'utilise mon cadre de référence à chaque fois pour filtrer ce que tu me dis, mais c'est intéressant. Et tu aurais un exemple de situation vécue en analyse des pratiques, quelqu'un qui arrive avec une problématique, comment ça a été traité? Histoire que je comprenne mieux. Alors, je vais te dire rapidement, il peut y en avoir plein et je vais en donner une, mais pensez bien que ça peut, enfin, c'est pas aussi enfermant que ça. On peut se dire, ah, mais ça sera toujours des conflits. C'est vrai que beaucoup de choses travaillées en analyse de la pratique sont de l'ordre de l'humain. Mais c'est parce que c'est logique, en fait. On est dans des rapports humains constants en formation, donc c'est logique qu'on travaille beaucoup sur l'humain. Moi, je pensais aussi à un cas qu'on pourrait évoquer en analyse de la pratique et qui a déjà été évoqué sans trahir la confidentialité, c'est important pour moi. C'est d'un formateur qui s'est retrouvé face, en tout cas l'impression qu'il avait face à lui un apprenant qui avait plus de connaissances que lui sur la thématique et que finalement, ce qui n'aurait pas dû être un problème, alors soit c'est parce que dans tout ce qu'on avait travaillé, c'est soit parce qu'au départ, les prérequis n'avaient pas été bien exprimés, que l'évaluation n'avait pas été, le positionnement n'avait pas été fait au départ, ce qui fait que la personne s'est retrouvée dans un groupe où elle n'aurait pas dû se retrouver. Ou après, c'est plus la personne qui l'a exprimé comme ça en disant ouais, moi je connais tout, etc. Et que c'est venu renvoyer au formateur une espèce de différence, comme si en fait, bon, dans la posture, le formateur devait tout connaître de la thématique et les apprenants ne rien connaître. Tu vois, une espèce de croyance comme ça. Mhm. Donc, et ça avait eu un impact fort, même si la formation s'était bien passée, il y avait un impact fort parce que le formateur avait focalisé sur cet apprenant de peur de ne pas savoir quelque chose. Donc, toujours le questionner ou lui demander son avis, ce qui était bien au début, un petit peu, c'était une stratégie de le faire participer. Mais à un moment, il y avait une forme de focalisation et les autres, en fait, avaient perdu confiance en eux de cette espèce d'échange uniquement technique entre le formateur et l'apprenant. Voilà, ça peut être. Alors, je te donne pas forcément les solutions parce que j'ai pas souvenir exactement de la solution, mais en tout cas, ça avait permis de travailler un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu connais le syndrome Mhm. de l'imposteur du formateur que l'on peut connaître, de dire, ah, mais je dois tout connaître sur ma thématique. Ben, même là, hein, moi, je ne connais pas tout sur l'analyse des pratiques professionnelles et j'espère bien continuer à apprendre. Ça, c'est important. Mais tu vois, ça avait créé ce truc-là. Ça peut être un exemple. Ah, ça me C'est parle. En tout cas, Ouais, pardon. oui, non, non, je dis, je vois bien l'idée Mm. et je comprends encore mieux cette idée de résonance parce que quelqu'un qui me raconterait une histoire comme ça, ben, forcément, ça évoque des expériences que je peux vivre en formation. Et aussi cette idée de dire, voilà, je me centre sur lui, j'ai besoin de me rassurer à ses yeux comme quoi moi aussi je connais bien mon sujet. Et du coup, au détriment finalement de ma mission ce jour-là et qui concernait les groupes. Donc non, non, ça me parle. Là, tu te laisses embarquer par le truc, hein, si tu l'as pas analysé. Bon, tu le gères bien une première fois, puis une deuxième fois, ça revient, tu te rends pas compte. Et le fait de l'avoir, que quelqu'un le raconte et que toi, tu le questionnes là-dessus, tu vas pouvoir te corriger dans l'action la prochaine fois. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu personnellement, le fait d'avoir analysé ce genre de choses. Après, quand je me suis retrouvée face à ça, j'avais plus de réflexes, de me dire, non, non, là, tu es en train de focaliser sur quelque chose dont tu n'es pas sûr en plus et qui vient quelque part impacter ta pratique. Mais je m'en serais peut-être pas rendu compte s'il n'y avait pas eu l'analyse de pratique. Hmm. Ok, ouais, ouais, ça évoque plein de choses, hein. Métacognition, ça évoque de mieux connaître en gros ce qu'on a dans la boîte à Mm, outils à disposition et ça. comment tout ce qu'on est réagit et se met en relation Et avec le oui, nous sommes reste. des êtres humains. C'est l'amélioration continue, en fait, hein. Ok, oui, oui. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Tout à l'heure, tu as dit que c'est bien de s'inscrire dans un process, dans le temps. Donc,
venir juste une fois pour voir ce qui se passe, c'est pas une bonne idée finalement. Je vais pas te dire, je serai jamais aussi tranchée que ça. En tout cas, mais moi, je pense qu'il faut réfléchir en démarche qualité et amélioration continue. C'est essentiel, en fait, de réfléchir comme ça. Donc, moi, je dirais qu'idéalement, il faut participer régulièrement pour observer les progrès aussi qu'on peut faire, hein. Ça fait du Mm. bien aussi de se voir progresser et puis apporter aux autres, hein. Et puis apporter des ajustements au fur et à mesure sur sa pratique. Euh, Puis je crois que c'est ouais, un des éléments de Calliope. Enfin, on en a déjà discuté ensemble. Ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, du titre FPA. Donc, bon, si ça fait partie des critères Calliope, j'ai tendance à penser quand même que peut-être ça peut Mm. servir à quelque chose sur la durée. Ça peut aussi te servir à te dire, ben, demain, en fait, je dois développer mes compétences sur quelque chose. Eh bien, peut-être suite à cette analyse de la pratique, je me dis, ah bah tiens, je vais m'inscrire sur une formation sur telle thématique. J'en sais rien, l'intelligence artificielle, plus de créativité, la pédagogie inversée, même si je l'ai déjà étudié dans le titre FPA, je peux peut-être aller plus loin. Et c'est parfois suite à une analyse de la pratique que je vais me former. Ok. Je vois Ouais, Benjamin qui Alors, me rejoint. oui, bien sûr, votre échange avec la question sur finalement la fréquence Mm, du nombre de participations aux ateliers d'analyse de la pratique me fait me dire que c'est le bon moment pour poser la question sous forme de sondage pour savoir en fait, vous, spectateurs de ce webinaire, combien de fois en fait est-ce que vous imaginez pouvoir participer à ce type d'atelier. Alors juste avant de le mettre, je vais pouvoir partager les résultats du précédent sondage. On est à 92% de personnes qui n'ont jamais participé à un atelier ah, d'analyse de la pratique, mm, ce qui fait que je pense que tu as quand même répondu à pas mal de questions et renseigné beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cet atelier. Voilà. Donc, je vais super. vous partager le sondage sur la fréquence. Vous allez pouvoir y répondre dès maintenant. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Et puis, Frédéric, tu peux, et Fabio, vous pouvez continuer votre échange. Voilà. Alors, Fabio, est-ce que tu avais encore des questions? Oui, ah bah, bien sûr. En tout cas, j'ai bien compris l'idée. Alors, est-ce qu'une fois, non, ça peut pas me faire du mal, au contraire, mais les vrais bénéfices, c'est d'inscrire cette démarche dans l'idée d'amélioration continue. Tu as fait référence à Calliope, ben, je pense à Indicateur 22, en effet. Donc, du coup, ça veut dire que participer à cet atelier, je peux aussi le valoriser comme élément de preuve de ma démarche d'amélioration continue et répondre à ces demandes de l'indicateur 22 en particulier. Bah, à partir du moment où c'est fait dans une démarche professionnelle, donc avec un animateur et un organisme ou une entreprise, hein, qui te permet de participer à cet atelier, donc nous on le propose chez eFormation, eh ben, à partir du moment où tu as participé, tu auras une attestation de participation qui te permettra de justifier ton indicateur 22, que tu pourras joindre aussi tes formations, hein, les attestations de formation que tu auras fait pendant l'année. Mais en tout cas, si une année tu n'as pas fait de formation, le fait par exemple d'avoir participé à l'atelier d'analyse de la pratique sera suffisant pour ton indicateur Calliope. Oui, donc il y a aussi ce bénéfice, Mm. disons, hein, de justificatif à la clé, au-delà du bénéfice que je retrouve dans mes pratiques. En tout cas, c'est vrai que ça fait sens, hein, ça me parle, ça va avec le changement, l'évolution du métier de formateur. Tu parlais voilà, du formateur expert ou base de données qui est capable de répondre à toutes les questions sur un sujet donné. On sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein d'outils qui sont capables de le faire bien mieux que nous. Et du coup, on remet en avant ce qui est humain et ce qui est accompagnement, ce qui est facilitation, bah, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui en tant que formateur. Et du coup, oui, ça fait effectivement sens. Oui, et puis moi, je n'ai pas arrêté de te parler de l'approche systémique dont je parle beaucoup quand je forme sur la compétence 13 en disant l'analyse de sa pratique, ça permet d'avoir une vision plus humaine aussi de soi et des autres et une vision plus systémique. Systémique, une perception plus systémique de se dire un petit changement, une petite action, une petite prise de décision peut avoir énormément d'effets sur un groupe ou sur une situation. Et ça, je trouve que c'est très important parce que des fois,
on est un peu sur des acquis et on sait plus. On dit oui, mais moi je fais déjà bien, je fais déjà tout ce qu'il faut faire et je vois pas ce que je pourrais changer. Et des fois, c'est vraiment un petit détail. Donc, ça permet de comprendre que tout est lié dans un contexte donné et de pouvoir évoluer sa perception systémique. Je pense que ça, c'est quand même important dans l'évolution de ce métier où on est tout le temps, voilà, comme tu disais, on change de casquette, facilitateur, euh, formateur éventuellement, coordinateur, etc. Et puis aussi à faire beaucoup de support, donc de réfléchir d'une manière différente. Hmm. Ouais, j'aime bien ces côtés évolution et confronter un petit peu les pratiques. Ça me paraît une bonne occasion. Confronter, c'était le mot que j'ai utilisé au début, Ah, mais vraiment dans oui, l'idée de le faire évoluer. c'est Et ça. on ne reste pas sur j'ai toujours fait comme ça. Finalement, ça a toujours fonctionné. Pourquoi le questionner? C'est intéressant de se remettre en question. Ça, c'est indéniable. Tu D'autant vois, plus quand on qu'on le peut le fait faire aujourd'hui. ça me fait penser, Fabio, quand on le fait en interne, par exemple, parce que je le fais aussi en interne dans des centres de formation ou bien dans des entreprises avec des managers, tu vois avec le nombre d'années d'analyse de la pratique, Mhm. l'évolution du groupe dans sa façon de communiquer quelque part, dans sa façon de gérer les situations. Il retrouve de l'autonomie, de la solidarité en faisant de l'analyse de la pratique, je trouve aussi. J'en profite pour dire que ça peut aussi se faire au sein d'un centre de formation. Ça peut être des formateurs externes qui le font ensemble, mais ça peut être des formateurs internes qui le font aussi. Je pense que j'avais pas précisé ça. Non, mais c'est bien. Et donc, du coup, disons que je pourrais appeler mes collègues et mes copains formateurs et discuter avec eux de ma journée, mais on ne serait pas dans ces cadres un peu sacrés et avec la bonne C'est ça, méthodologie pour aller c'est ça. vraiment Ouais, regarder dans les angles morts, comme tu disais. c'est J'aime bien ça. cette idée d'angle mort, ça m'a beaucoup plu. Eh bien, écoute, je crois que tu m'as convaincu, en tout cas, et que tu m'as J'espère. donné envie de participer à un atelier d'analyse de pratique, en tout cas. Crois que je voulais vous partager quand même une petite, je ne sais pas, Benjamin, si j'ai encore le temps de le faire ou Alors oui, pas. tu vas avoir encore le temps simplement pour te donner l'information pour le précédent sondage. Donc Ah, 73% d'entre vous envisageraient en fait de suivre un atelier de ce type une fois tous les 2 mois. Donc ce qui c'est ce colle qu'on dit. plutôt pas mal avec ce que tu avais proposé. Ça laisse le temps de peut-être mettre en pratique, de revenir avec des nouvelles questions, des choses comme ça. Ok. Merci beaucoup parce que ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Bien Je, sûr, effectivement. je vous partage juste les essentiels, en tout cas, de ce qu'on a pu dire. Bon, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou comme je répondais aux questions de Fabio, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Mais l'idée, c'est de se dire de quoi s'agit-il. Donc ça, vous avez tous compris, un espace de réflexion, un groupe respectueux et confidentiel. Pourquoi y participer? On a beaucoup insisté sur la réflexivité comme une compétence, en tout cas un savoir-être que l'on peut développer. Euh, des nouveaux soft skills ou des nouveaux savoir-être. Un réseau professionnel, ça c'est important aussi parce que vous allez rencontrer d'autres formateurs et ça va vraiment vous permettre de créer ce réseau professionnel parce qu'on est parfois un petit peu isolé en tant que formateur, surtout quand on ne fait pas partie d'un centre, on n'est pas salarié d'un centre. Euh, quand le faire, on a dit, hein, toujours bien évidemment, mais régulièrement, mais aussi quand on a besoin de capitaliser pardon, sur ses succès et en cas de difficulté, quelle valeur est ajoutée, l'effet de résonance dont j'ai pas arrêté de parler, l'amélioration continue, l'indicateur Calliope et donc développer son potentiel sans être dans une démarche de coaching puisque ce n'est pas un coaching collectif, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un groupe de parole et ce n'est pas une évaluation de la satisfaction comme on a pu voir au début. Et puis le déroulement, on l'a vu, un cas exposé, une écoute sans interruption, une belle écoute hein, qui va vous apprendre l'écoute systémique, le questionnement, des questions qui permettent de mieux comprendre, de préciser, de prendre de la hauteur, de décontextualiser, des propositions, des hypothèses, et puis le choix d'une solution du participant qui va reformuler la solution qui lui convient à lui le mieux. Hein, on reste bien sur son besoin à lui. Voilà, je crois qu'on a tout vu hein, finalement sur nos essentiels, Fabio grâce à tes Eh bien. questions. Merci beaucoup, Fabio. Merci à toi, Frédéric, pour ce partage et pour toutes ces informations très clairement organisées. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Moi, j'avais une question.
Frédéric, si effectivement, moi en tant que formateur, je veux participer régulièrement à tes ateliers, mais que d'un atelier sur l'autre, on va dire entre les 1 mois et demi, 2 mois, est-ce que je suis obligé d'attendre le prochain atelier pour poser une question par rapport à mon analyse de la pratique, ou est-ce que je peux accéder à une communication entre les deux? Merci Benjamin. Alors, on avait imaginé ensemble hein, un lieu, en tout cas peut-être une plateforme, un lieu où quelques questions pouvaient être posées. Attention, ne mélangeons pas tout, hein. Une question peut être posée, une situation ne sera pas analysée sur un Slack Hmm, ou voilà, sur une plateforme. Pour moi, c'est risqué, hein. C'est risqué parce qu'il va nous. Je sais à quel point la technique est forte et donc je vais pas pouvoir le faire. Mais quand même, on peut poser quelques questions. Et puis, on avait aussi imaginé peut-être des petits points individuels, un peu SAV pompier, dans la formule qu'on pourrait proposer si ça vous convient. On avait imaginé ça, hein. Peut-être que c'est pas ce que vous voudriez, mais moi, je trouvais que c'était bien parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, de toute façon, je suis disponible, je peux répondre, mais de proposer quelque chose d'un petit peu cadré, d'avoir la possibilité de pas rester seul face à son problème quand même, ou enfin, problème, c'est pas le mot, mais face à la situation. Ça peut être hmm, bien, pas se d'accord. sentir seul. Et ben justement, en termes d'organisation, je vous mets un avant-dernier sondage sur les horaires qui vous Ah oui. intéresseraient le plus, parce que finalement, c'est important. Maintenant, Mm. dans nos quotidiens de formateurs, trouver du temps, c'est parfois mission impossible. Enfin, vous avez réussi à être là ce midi. Voilà, on a choisi midi à 14 heures. Donc, on vous propose aussi 18 heures à 20 heures. Les deux me conviennent ou aucun des deux. Voilà, ce qui permettra à Frédéric par la suite de vous proposer des dates de session d'ateliers d'analyse de la pratique par rapport à ces résultats. Voilà. Oui, oui, je peux Euh, tout à fait proposer et des midi et 14 heures et des 18-20 heures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi de ça dans le fait que on participe pas toujours à des groupes d'analyse de la pratique. Alors déjà, on sait qu'entre formateurs, il n'en existe pas beaucoup, voire pas du tout. Donc ça, on le sait. Et de plus en plus de personnes sont sensibilisées, ne serait-ce que par le titre et la compétence stress du titre FPA. Mais je me demandais, moi, les horaires. En tout cas, j'espère qu'on va avoir la réponse. hmm. Rapidement. Eh bien, écoute, sur le sondage actuel, on est à 60% de midi à 14 heures. Donc, c'est Ok. vrai que ça peut permettre, entre nos sessions du matin et nos sessions d'après-midi, de se faire Hmm. avant de manger ou après manger, cet échange-là sur un créneau de 2 heures. Ça paraît pas mal. Écoute, je garde ces données bien précieusement et je te les rendrai par la suite. Donc voilà, on a abordé quand même pas mal de points sur l'atelier d'analyse de la pratique. J'espère que maintenant il n'a plus de secret pour vous. Et donc il est aussi le temps de se poser la question, est-ce que je vais faire le pas? Est-ce que je vais pouvoir commencer à réfléchir à entrer dans cet atelier? Alors, un dernier sondage pour répondre à cette question avec une légère pointe d'humour. L'humour étant aussi une notion fondamentale des formations et des ateliers. Rappelons que l'atelier n'est pas une formation en elle-même, en lui-même. C'est Voilà, bien, tu as bien compris, Benjamin. t'as vu ça? Bravo. Tu as bien écouté. C'est ça. Et puis une fois que vous aurez répondu à ce petit sondage, je vais vous laisser encore quelques minutes si vous avez des questions à poser. Oui, n'hésitez pas à nous poser peut-être des questions qui vous sont venues pendant l'échange. On essayé vraiment de balayer beaucoup de choses, mais il y a peut-être des choses qui vous sont venues ou des interrogations ou comme je dis, est-ce qu'il y a des choses qui vous grattent hein, des fois, on parlait de l'ego tout à l'heure. Oui, ça me dérange, ça me gratte. N'hésitez pas à me demander ce qui pourrait vous poser question. On a été super clair, Fabio, hein. A priori, surtout toi. Je sais pas. En tout cas, ça suscite pas de questions pour l'instant.
Alors c'est vrai que je n'ai eu qu'une seule question pendant le Hmm. webinaire. On me demandait s'il existait un site pour mettre en relation des formateurs pour effectuer ces analyses de pratique. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas pardon, encore de Uber, de Blablacar, de mise en relation d'experts Hmm. en analyse de la pratique et de formateurs qui veulent un accompagnement. Cependant, on va vous proposer aujourd'hui en fait d'aller effectivement visualiser le programme de cet atelier de formation, parce que c'est quand même important de voir où vous mettez les pieds en plus de ce webinaire. Je vais vous le présenter tout de suite. Juste avant ça, on est à, euh, on est à 18% de personnes qui sont tout à fait enclins à venir aujourd'hui pour un premier atelier d'analyse de la pratique. Donc je crois que Frédéric et Fabio, vous avez été assez performants dans votre explication aujourd'hui. Et d'autres vont y réfléchir. Effectivement, ça mérite Bien réflexion. sûr. Bah oui, bien. Voilà. Hop, et je vous partage tout de suite le lien pour que vous puissiez voir les différents éléments. Partage d'écran. C'est quand Hop. même pour répondre à la question aussi notre idée d'avoir peut-être après une plateforme ou un canal sur Slack entre les personnes qui participent à l'atelier de l'analyse de la pratique, euh, de mettre en relation en fait ces formateurs, comme tu disais tout à l'heure, de mettre en relation ces formateurs ensemble. Ça ne sera pas une mise en relation parce que moi, je tiens là-dessus et pour avoir été formée sur la technique, c'est que Mhm. l'idée, même si on le fait entre formateurs, s'il n'y a pas un animateur, il y a toujours un risque qui se joue pas mal de choses et bon, d'être garant de ce processus, c'est important, d'être fait d'une manière. Oui, après, peut-être qu'on aura compris la méthodologie, mais il n'empêche qu'il y a une personne qui est extérieure au groupe, qui va pouvoir réguler aussi les échanges, qui va pouvoir permettre que ce soit plus sécuritaire en tout cas et enrichissant. Très bien. OK. Eh ben, Donc là, si écoutez, je comprends bien, on peut télécharger avec notre téléphone, c'est ça? c'est ça. Vous pouvez flasher le QR code ou recopier ce lien Internet, ce qui vous emmènera sur le site d'e-formation où Alors, vous on a une aurez, demande de quelqu'un qui demande à copier le lien, si c'est possible. oui, il n'y a pas de souci. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est vrai que tout le monde n'a pas son téléphone avec le QR code sur Il n'y a pas de place. problème. Je vous mets ça tout de suite. C'est une très bonne idée d'y avoir pensé. Merci Stéphanie. Hop. Ah bah voilà, Thibaut a été plus rapide que moi. Oui, c'est bien pratique, c'est vrai. C'est bien pratique et plutôt rapide. Mm. Bon, vous avez vu que le QR code a remplacé Fabio, donc désolé Fabio, on t'a enlevé de la fiche et nous avons mis un QR code à ta place, mais tu étais ô combien important dans cet échange. Merci Frédéric. Oui, c'est ça. Fabio, c'était la partie comprendre. Et C'est toi, ça. Frédéric, la partie éclairée. Et je crois que Fabio a déjà maintenant bien compris tout ce qu'il avait à savoir sur l'atelier. Eh bien, écoutez, je vois qu'il Ok. n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous Non. remercier tous les deux pour votre présence à ce webinaire, pour ces explications. Et puis, Mm. merci aussi aux spectateurs. Sachez que ce webinaire Merci. est enregistré. Vous pourrez le revoir sur YouTube dans quelques jours. Voilà. Eh ben, Merci à merci. tous. Merci à tous. À très bientôt, en tout cas, j'espère.